Le malade imaginaire, dont nous allons voir quelques extraits, est la 30e et dernière œuvre de Molière. Il s'agit d'une comédie-ballet avec danse et musique, créée pour le roi Louis XIV en guise de divertissement pour le carnaval, c'est-à-dire le Mardi Gras de 1673. Il y a donc 343 ans. Cette pièce est une comédie de caractère. Elle peint un riche bourgeois, arrogant, obsédé par le souci de sa santé, devenu l'unique centre d'intérêt de sa vie, auquel il est prêt à tout sacrifier, y compris le bonheur de ses propres enfants. C'est aussi une satire sociale. En effet, autour de ce malade imaginaire, nous voyons graviter une foule de profiteurs qui en font leur vache à lait. Il s'agit non seulement du cortège de ces médecins, chirurgiens, apothicaires, tous, par ailleurs, aussi pédants que prétentieux, mais aussi de sa seconde épouse, Béline, prête à flatter les manies de son époux dans l'intention d'accaparer son héritage, aux dépens des deux filles d'Argan. L'intrigue, sur laquelle repose cette étude sans complaisance de l'âme humaine, reste finalement assez mince et assez conventionnelle. Il s'agit, comme souvent chez Molière, d'une histoire d'amour, contrariée par la passion égoïste des parents. Ici, Angélique, la fille d'Argan, est amoureuse d'un jeune homme, Cléante, qui se propose de la demander en mariage sans tarder. Mais ce projet de bonheur va se heurter à l'égoïsme du père et à la cupidité de la belle-mère. Heureusement, les deux amoureux peuvent compter sur l'aide de gens sensés comme Béralde, le frère d'Argan, et surtout Toinette, la servante. Au lever du rideau, Argan procède au relevé des factures quotidiennes que lui a adressées, au cours du mois écoulé, son apothicaire, Monsieur Fleurant, afin de régler à celui-ci ses honoraires. Et 10 font 20. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolient pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît chez monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ces parties sont toujours fort civiles. Amollir, humecter, rafraîchir les entrailles de monsieur. 30 sols. 30 sols un lavement. Oh, mais monsieur Florent, les autres fois vous ne me les mettiez qu'à 20 sols. Et encore 20 sols en langage d'apothicaire, ce qui signifie 10 sols. Tenez, les voilà, 10 sols.
Plus, du même jour, un bon clister détersif composé avec catholicon, rhubarbe, miel, rosa, suivant l'ordonnance de M. Purgon, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. 30 sols. Avec votre permission, monsieur Florent, 10 sols. Plus du même jour au soir, un sirop hépatique, soporifique et somnifère pour faire dormir monsieur. 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là. Il me fit bien dormir. 5 sols que je divise par 2. Plus du 25e, une bonne médecine purgative composée de cassines et autres, suivant l'ordonnance de M. Purgon, pour évacuer la bile de monsieur. 4 Monsieur Florent, c'est se moquer. Monsieur Purgon ne vous a pas dit de mettre 4 livres. Mettez 3. Plus du 26e, un clister terminatif pour chasser les vents de monsieur. 30 sols. Monsieur Florent, 10 sols. Plus du même jour au soir, le même clister réitéré, 30 sols. 10 sols, monsieur Florent. Plus du 27e, une potion composée de crème pésoire, sirop de limon, grenade, suivant l'ordonnance de M. Purgon, 5. M. Florent. Si vous continuez ainsi, personne ne voudra plus être malade. Ainsi donc, et ce mois-ci, j'ai donc pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 médecines et 12 lavements. Et le mois dernier, j'avais pris 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas que je me porte moins bien ce mois-ci que le mois précédent. Il faudra que j'en parle à M. Purgon. Bon. Eh bien, qu'on vienne monter tout cela d'ici. Allô, qu'on vienne. Ah, il n'y a personne. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Toinette. Ah non, ma cloche ne sonne pas assez fort. Toinette. Ils me laisseront mourir ici tout seul. Oh, il est fort! Ah, coquine, bandarde. Diante, ça fait de votre impatience. Vous pressez si fort les gens que je me suis cogné la tête à la tête d'un poulet. Aïe, T'es traîtresse. aïe, aïe. Il y a 1 heure que je sonne. Mais tais-toi donc que je puisse te quereller. Si vous me querellez, je pleurerai. Il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller. Si vous avez le plaisir de me quereller, je vais avoir le plaisir de pleurer. Chacun le sien. C'est pas trop. Ah! Allez, enlève-moi cela d'ici, et tout de suite. Oh,
Est-ce que mon lavement d'aujourd'hui a bien opéré? Votre lavement? Ouais. Est-ce que j'ai bien expulsé de la bile? Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à Monsieur Florent à y mettre le nez, puisqu'il en a le profil. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois prendre ce soir. Ce Monsieur Florent-là, ce Monsieur Purgon, c'est des biens sur votre corps. Oh, ils ont trouvé en vous une bonne vache à lait. Je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous donner tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante! Est-ce que c'est à vous à contrôler les ordonnances de la médecine? Allez donc me chercher ma fille Angélique. J'ai à lui dire quelque chose. Oh, la voici qui vient, elle a deviné votre pensée. Approchez, Angélique, approchez. J'ai besoin de vous parler. Je suis prête à vous ouvrir. Oh, attendez. Une minute, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Allez, monsieur, allez! Monsieur Florent, il vous donne des affaires, allez! Pendant l'absence d'Argan, Angélique et Toinette s'entretiennent du hasard merveilleux et romanesque qui a occasionné, voici une semaine, la rencontre d'Angélique avec un jeune homme Cléante, pourvu de toutes les qualités physiques et morales propres à séduire la jeune fille. Le coup de foudre a été réciproque et Cléante a fait savoir à Angélique qu'il s'apprêtait à demander sa main à Argan. Voilà votre père qui revient. Ah, oui. J'ai à vous dire une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas. On vous demande en mariage. Ah, vous riez. Il n'y a rien de plus plaisant pour les jeunes filles que ce mot de mariage. Ah, cela est drôle, hein? À ce que je vois, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous avez envie de vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Ah, je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. Eh bien, la chose est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de faire tout ce qui vous plaira de m'ordonner, et toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, voulait que je vous fisse religieuse. Et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a eu cette idée en tête. La bonne bête, elle a ses raisons. Elle ne voulait pas consentir à ce mariage. Mais je l'ai emportée. Et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. Je n'ai pas encore vu la personne. Mais on m'a dit que j'en serais contente. Et toi aussi. Sûrement, mon père. Comment? Tu l'as vu? Non. Mais puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur, je ne feindrai point que le hasard nous a fait nous rencontrer il y a 6 jours. Et que la demande qu'on vous a faite est l'effet de cette inclination que dès la première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Eh bien, il ne me l'avait pas dit. Mais je suis bien aise qu'il en soit ainsi. Et c'est tant mieux. On me dit que c'est un grand jeune homme, bien fait. Tout à fait.
de bonne physionomie, Assurément, de belle taille, je le crois. sage et bien élevé, Tout à fait. et fort honnête, Le plus honnête du monde. qui parle parfaitement grec et latin, Je ne le sais pas. et qui doit être reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Il ne te l'a pas dit, Non, vraiment. Et vous, qui vous l'a dit? monsieur Purgon. Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande. Évidemment qu'il le connaît, puisque c'est le neveu de monsieur Purgon. Cléante? Le neveu de Monsieur Purgon? Quelle Cléante! Nous parlons ici du jeune homme pour qui on t'a demandé en mariage. Mon Mais père, ce jeune homme, c'est le neveu de monsieur Purgon, le fils de son beau-frère, le médecin Diafoirus. Et ce jeune homme s'appelle Thomas Diafoirus et non pas Cléante. Très bien quoi. Voilà tout. Ivan. mais c'est mon père que je m'aperçois que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque? Vous qui avez tant de bien, vous voulez marier votre fille avec un médecin? Oui. Est-ce à vous de vous occuper de mes affaires impertinents? Oh, tout doux. Vous allez toujours aux invectives. Est-ce que nous ne pourrions pas, tous les deux, nous expliquer sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Oui. Monsieur, quelle est votre raison de marier votre fille avec un médecin? Ma raison, c'est que me voyant malade et infirme comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins pour être sûr d'être secouru dans tous mes maux, d'avoir dans ma famille la source des remèdes dont j'ai besoin et avoir à ma disposition ordonnances et consultations. Voilà. Ah, et oui, voilà dire une raison. Et c'est agréable de se répondre doucement les uns aux autres. La main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Si je suis malade, coquine, si je suis malade, Mais oui, monsieur, vous êtes malade. Ne querellons point là-dessus. Vous êtes fort malade. J'en demeure d'accord. Vous êtes plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari prêt. Et n'étant point malade, elle n'a pas besoin d'avoir pour époux un médecin. une fille d'un bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Vous, monsieur, qu'en ami, je vous donne un conseil. Et quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Votre fille n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai à faire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne le pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce seul fils pour héritier. Et quant à monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, c'est un homme qui a bien 8000 livres de rente.
Oh, il y en a fallu en tuer beaucoup pour cette fête riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans parler du bien du père. Oh, cela est bel et bon, monsieur, mais j'en reviens tous. Je vous conseille de lui choisir un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Thomas Diafoirus. Et je suis sûre que cela ne se fera pas. Si elle refuse mon commandement, et je lui commande d'épouser celui que je dis. Moi, je lui défends absolument de n'en rien faire. Mais où sommes-nous? Oh, Avec une servante qui se permet de parler ainsi à son maître. oh, quand un maître ne sait plus ce qu'il fait, une servante censée est en droit de le redresser. Viens ici, coquine, que je t'assomme. Arrête-la, moi, ou je te donne ma malédiction. Moi, je la déshériterai. Pauvre mari, Venez ici à mon secours. qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Man, Mon ami, on vient de me mettre en colère. hélas, pauvre petit-fils, qu'est-ce que c'est donc, mon ami? Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Ah, Ne vous passionnez point. elle m'a fait enrager. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré pendant 1 heure tout ce que je disais. Là, tout doux, tout doux. Elle a osé me dire que je n'étais pas malade. Ah, c'est une impertinence. Vous savez, mamie, ce qui en est. Oui, mon cœur, elle a tort. Elle est cause de toute la bile que je me fais. Oh, et là, ne vous fâchez point tant. Je vous ai dit plus de 100 fois de la chasser. Mon Dieu, mon fils, il n'est point de serviteurs et servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Celle-ci est à droite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut aujourd'hui de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Voilà, Toinette, Oui, madame. si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers, que je l'accommode dans sa chaise. Vous voilà, je ne sais comment. Levez-vous. Ah oui, enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de l'air que l'on prend par les oreilles. Levez-vous. Que je mette ceci sous vous. Devant celui-ci, vous vous appuyez. Et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos. Et celui-là! Gardez ça!
consolation. Là, calmez-vous, apaisez-vous un peu. Et pour vous remercier de tous les soins que vous faites de moi, je vais vous laisser par testament tous les biens. Oh, mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler déjà à votre notaire pour cela. Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Mamie, si je meurs, je n'aurai qu'un regret. C'est de n'avoir pas d'enfant de vie. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Ah bon? L'aveuglement garçon, incapable de soupçonner l'hypocrisie de son épouse et la malhonnêteté du notaire, a tôt fait de dépouiller ces deux filles d'une grande partie de leur futur héritage au profit de Béline. Pendant ce temps, Toinette et Angélique se préoccupent de faire avertir Cléante au plus tôt du danger pressant qui menace son amour. Et c'est la fin de l'acte 1. Alors, l'acte 2, les 3 premières scènes. Dès le lendemain matin, Cléante, pour prendre la mesure de la situation, s'introduit grâce à Toinette chez Arcan, à qui il se présente sous une fausse identité. Il se prétend l'ami du maître de musique d'Angélique, chargé par celui-ci de le remplacer pendant quelques jours. Armand ne soupçonne pas la supercherie et la leçon de chant va commencer sous les yeux du père quand on annonce une visite. Voici Monsieur Diafoirus, père, et Monsieur Diafoirus, fils, qui viennent vous rendre visite. Ne vous en allez pas. C'est que je marie ma fille et on vient lui présenter son futur époux. Je suis toute étonnée d'assister à cette entrevue si agréable. C'est un jeune homme qui doit être reçu médecin dans quelques jours. Je vous prierai d'en informer son maître de musique pour qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai pas. Je vous y invite aussi. J'en suis très honorée. Qu'on s'arrange. On m'a demandé de me découvrir la tête. Vous êtes du métier, vous savez les inconvénients. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour leur porter de l'incommodité. Je reçois, monsieur, Nous sommes ici, monsieur, avec beaucoup d'honneur, mon fils Thomas et moi. l'honneur que vous faites. Vous témoignez, monsieur, Et j'aurais voulu le ravissement où nous pouvoir sommes. aller jusqu'à chez vous, Bien pouvoir vous en assurer. Mais dans l'honneur, monsieur, vous savez ce que c'est qu'un pauvre de malade votre alliance. qui ne peut faire autre chose Et vous assurez, que de vous monsieur, dire ici que dans toutes les choses qui dépendent de notre métier, qu'il trouvera toutes les occasions ainsi que vous de pouvez vous savoir nous serons qu'il toujours est prêts, tout à monsieur, votre service. à vous assurer notre zèle. Allons, Thomas, allons-y, faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer? Oui,
Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père auquel je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité. Vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de lui. Mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et puisque les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, je considère comme supérieure et donc plus précieuse cette future filiation. Vive les collèges d'où l'on sort si habile homme. Oh, qualité, mon père, optimé. Baiserais-je? Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère. Ce n'est pas ma femme à qui vous parle, c'est ma fille. Elle va venir. Dois-je attendre qu'elle soit venue? Faites toujours vos compliments à mademoiselle. Mademoiselle, de même que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à éclairer les rayons du soleil, de même, je me sens transportée d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Souffrez, mademoiselle, que je dépose sur l'autel de vos charmes l'offrande de mon cœur, qui n'ambitionne d'autre gloire que d'être pour toute la vie votre très humble, très obéissant serviteur et mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend de vos discours. Que monsieur fait merveille. Et s'il est aussi bon médecin que bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Assurément, ce sera admirable. S'il fait d'aussi belles cures, tu fais de beaux discours. Monsieur, vous voyez que tout le monde vous dit bien de votre fils. Et je vous trouve bien heureux d'avoir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis vous dire que j'ai tout sujet d'être content de lui. Et que toutes les personnes qui le connaissent en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination très vive, ni ce feu de l'esprit qu'ont remarqué quelques-uns. Mais en cela, j'ai pressenti ses futures capacités de jugement, qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'était ni éveillé ni espiègle. Vous le voyez doux, paisible, taciturne, ne disant jamais un mot et ne jouant jamais à ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les vieux arbres sont ceux qui portent des meilleurs fruits. On grave sur le marbre plus difficilement que sur le sable. Mais les choses y restent conservées bien plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur de l'imagination, est une marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyai au collège, il trouva de la peine. Mais il se raidissait contre les difficultés
Et ses maîtres se louaient souvent à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences. Et depuis qu'il prépare son doctorat, il ne s'est trouvé aucun candidat qui se soit fait autant remarquer dans tous les débats contradictoires de notre époque. Il s'y est monté redoutable. Il ne se passait point d'acte où il n'aille argumenter à outrance pour les propositions contraires. Mais ce qui me plaît le plus en lui, et en quoi il me ressemble, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions des anciens. Il n'a jamais voulu écouter ni comprendre les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang et autres idées aussi extravagantes. J'ai soutenu contre les partisans de la circulation sanguine une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage des prémices de mon esprit. Ceci est un objet bien inutile pour moi, monsieur, et je ne m'y connais pas en ces choses-là. Oh, donnez, c'est toujours pour apprendre pour l'image. Ça servira à parer notre chambre. Au reste, pour ce qui concerne les qualités requises pour le mariage et la procréation, il est tel que l'on peut le souhaiter. Il possède un degré louable de la vertu prolifique, et il est du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. N'avez-vous jamais songé, monsieur, à lui procurer une charge à la cour? À vrai dire, monsieur, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux rester fidèle au public. Le public est commode, vous n'avez à répondre de vos actions à personne. Et pour peu qu'on suive les courants de règles de l'art, on ne peut rien nous reprocher. Mais ce qui est de fâcheux chez les grands, c'est ce que lorsqu'il leur arrive à être malades, ils veulent farouchement que les médecins les guérissent. Oh, cela est plaisant. Ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres messieurs, vous les guérissiez. Vous n'êtes point là pour cela. Vous êtes là pour recevoir vos pensions, pour donner des remèdes, à eux de guérir s'ils le peuvent. C'est vrai, on est tenu à soigner les gens que dans les forts. Voici le fils de monsieur Diaquarius. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a donné le nom, concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage. Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos, pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage. Puisque l'on voit sur votre visage. Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période. Et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, laissez cela pour une autre fois. Allons, ma fille, mettez votre main dans la main de monsieur et donnez-lui votre foi comme à votre mari. Oh, mon père, Quoi, mon père? ne précipitez pas les choses. Donnez-nous le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un et l'autre cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi et je n'ai point besoin d'attendre. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même pour moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a point encore fait d'impression en mon cœur. Oh, bien. Tout cela aura le temps de se faire une fois que vous serez mariés ensemble. Oh, mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accaparer à lui une personne par violence.
Je suis d'accord, mademoiselle, mais je suis honnête homme et vouloir bien recevoir vous accepter des mains de monsieur votre père. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez faire tout ce que je veux. Jusqu'aux intérêts même de mon amour inexorablement. La première qualité, monsieur, c'est d'être soumis aux volontés de la personne que vous aimez. Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient vous le permettre. Et mon père, je vous demande l'autorisation de me retirer et de poursuivre avec monsieur la leçon de musique que nous devons boire ensemble. Je suis fâchée, mon fils, de vous quitter. J'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Et n'oubliez pas de passer chez votre notaire pour l'affaire que vous savez. Adieu, mon petit-fils. Monsieur, je vous demande pardon de ceci. Et soyez certain que je saurai la ramener à la maison. À la maison. Monsieur, nous allons aussi prendre congé de vous. Voulez-vous me dire comment je suis? Allez Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de ce Prudiciste. Vicomte, que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien, Bien. qu'il est du ridicule, pour ne pas dire un peu dur, route sang, Bene. un peu caprisant, Optimé. ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, ce qui veut dire la rate. Ah, monsieur Furgon dit que c'est du foie, que je suis malade. Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre, par les trois de sympathie qu'ils ont entre eux, par les vases de du pylore et souvent les meilleurs colidoques. Et ils vous ordonnent sans doute de manger force rôti. Non, uniquement du bouilli. Bouillie, rôti, même chose. Ils vous ordonnent fort prudemment et vous ne pouvez être en de meilleures mains. Et monsieur, combien de grains de sel dois-je mettre dans un œuf? 6, 8, 10. Par les nombres pairs. Comme pour les médicaments, par les nombres impairs. Je vous remercie. Jusqu'au revoir, monsieur. Argan voit donc avec dépit son projet de se faire un gendre médecin mis à mal par l'obstination d'Angélique. Aussi, lorsqu'il apprend par Péline d'abord, puis à la petite Louison, l'amour de la jeune fille pour un autre jeune homme, lequel bien sûr n'est autre que Cléon, il devient fou de rage et décide de mettre sa fille au couvent selon le souhait de Béline qui triomphe. L'acte 2 se termine dans cette atmosphère tendue. Béralde essaie donc de convaincre Argan que n'étant pas vraiment malade, il n'a pas besoin de remède. Justement, M. Florent, l'apothicaire, arrive pour administrer à Argan le clister prescrit et préparé par le médecin M. Purgon. Béralde incite Argan à le renvoyer. Mais bientôt, M. Purgon, outré, fait irruption. Une alliance avec vous? Miséricorde. Et pour finir, cette liaison que j'avais avec vous,
Voici la donation que je faisais à mon neveu en vue de ce mariage. Le renvoyer avec mépris. Mépriser mon clistère. Faites-le amener, je le prendrai tout de suite. Mais je vous aurais dit, en moins de temps qu'il ne fut, j'allais nettoyer votre corps, en évacuer toutes les mauvaises idées. Je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir de mes mains, puisque vous vous êtes montré rebelle que j'ai prescrit, puisque vous vous êtes soustrait à l'obéissance qu'un malade doit à son médecin, j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à l'âcreté de votre bile, à la féculence de vos humeurs. Et je veux qu'avant 4 jours, vous soyez dans un état incurable. Que vous tombiez dans la bradypepsie, de la bradypepsie dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans la Pepsi, de la Pepsi dans la lianterie, de la lianterie dans la dysenterie, de la dysenterie dans l'hydrovisu et de l'hydrovisu dans la cessation de la vie vous aura conduit votre folie. Je suis mort. Je sens déjà que la médecine se venge. Mais revenez à tentez-vous un peu, revenez à vous-même et ne donnez point tant à votre imagination. Mais vous avez entendu toutes ces maladies dont il m'a menacé. Le simple homme que vous êtes. Monsieur, voilà un médecin qui veut vous voir. Quel médecin? Un médecin de la médecine? Je te demande qui il est. Je ne le connais pas. Mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère est une honnête femme, je dirais qu'elle m'aurait donné quelques petits frères depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Agréez, monsieur, que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les purgations, toutes les saignées dont vous aurez besoin. Vous ne trouverez pas mauvais la curiosité que j'ai eue
de voir un illustre malade comme vous êtes. Votre réputation, qui s'étend partout, sera assez pour excuser la liberté que j'ai prise. Je suis obligé. Vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90. Oui, et c'est un des secrets de mon art, de mon garder si près, si vigoureux. Un beau jeune gaillard de 90 ans. Je suis un médecin passager. Je vais de ville en ville, de royaume en royaume, de province en province, pour trouver des gens dignes d'exercer mes beaux et grands secrets de la médecine. Je dédaigne ce menu fatras de maladies ordinaires, ces bagatelles de rhumatisme, ces fièvres, ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres, avec transport au cerveau, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec inflammation de poumons. C'est là que je me plais. C'est là que je triomphe. Monsieur, je voudrais que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire. Que vous fussiez abandonné de tous les médecins. Que vous soyez désespéré à l'agonie pour exercer mes beaux et grands secrets et pour avoir l'envie de vous rendre service. Ah, monsieur, je vous suis obligé de toutes ces bontés. Donnez votre pouls. Oh, je le ferai bien aller comme il faut. Allez, allez. Oh. Ouais, il fait l'impertinent. Vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Oh, cet homme-là n'est pas inscrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Les uns disent que c'est du foie, d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens parfois des douleurs à la tête. Justement, le poumon. Quand j'ai un voile sur les yeux, Le poumon. des maux de cœur, Le poumon. une lassitude dans tous les membres, Le poumon. et parfois des maux de ventre ou des coliques. Le poumon. Le poumon. Avez-vous appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur, oui. Le poumon. Aimez-vous boire un peu de vin? Oui, oui. Voilà. Le poumon. Et qu'ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne des potages, Oh, ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons, Ignorant. des œufs frais, Ignorant. et le soir,
quelques petits pruneaux pour lâcher le ventre. Oh, ignorant. Et surtout de boire mon vin bien trempé. Ignorants tous. Ignorants pas. Ignorantes. Il faut boire du vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, du fromage de Hollande, du gruau, du riz, des marrons et des petites pâtisseries pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un que j'ai formé moi-même. Et je viendrai de temps en temps vous rendre visite quand je serai dans cette ville. Mais diantre, que faites-vous de ce bras-là? Si je n'étais que de vous, je me le ferais couper tout à l'heure. Couper mon bras? Mais oui, ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, il attire à lui toute la nourriture et il empêche l'autre de profiter. Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Oh, vous avez là un œil droit que je me ferai crever tout à l'heure. Crever l'œil? Mais ne voyez-vous pas qu'il tire à lui toute la nourriture? Il empêche l'autre de voir. Si je n'étais que vous, je le ferais crever. Vous ne verriez que mieux de l'œil gauche. Cela n'est pas précis. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter, mais il me faut me rendre à une consultation pour un homme qui mourut hier. Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Adieu. Adieu. Vous savez que les malades ne reconduisent pas. Maintenant, puisque vous êtes brouillé avec M. Fleurant, voulez-vous que je vous entretienne d'une partie qui s'offre à ma nièce? Non, mon frère. Elle a résisté à mes volontés. Je la mettrai au couvent. C'est une chose décidée. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Je vous comprends, mon frère. Vous voulez parler de ma femme. Puisque il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et pas plus que l'entêtement pour la médecine, je ne peux souffrir l'entêtement que vous avez pour elle et que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Mon frère, vous êtes aveuglé par votre prévention, mon frère. Soyez sûr que ma femme m'aime autant que je l'aime. Toinette, dites donc à mon frère combien madame m'aime. Dites-lui toutes les caresses qu'elle me fait, les mots doux qu'elle me dit, C'est vrai. l'inquiétude que lui donne ma maladie, Assurément. tous les soins dont elle m'entoure. Ah oui, c'est vrai. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et que je vous fasse voir comme madame et monsieur?
Monsieur, voulez-vous que je tire monsieur, que je lui montre d'abord son erreur, que je lui tire de son erreur? Volontiers. Et comment cela? Vous allez vous étendre sur la chaise. Contrefaites le mot. Et vous verrez la douleur qu'aura votre femme quand je lui donnerai la nouvelle. Mais n'y a-t-il pas de danger à contrefaire le mort? Oh, rien, pas de danger, non. Là. Et vous, cachez-vous là, dans ce coin. Que ciel! Oh, quel accident! Qu'est-ce, Toinette? Madame! Qu'y a-t-il? Votre mari est mort! Mon mari est mort? Assurément! Assurément? Oui, avec lui et moi, là, il est passé à côté. Le ciel en soit loué. Voilà un fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Oh, madame, moi je croyais qu'il fallait pleurer! Ah, ça ne vaut pas la peine. Et quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, toujours un lavement ou un remède dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux. Et grondant sans cesse, tous les gens, grondant aussi du matin au soir et jour et nuit, servantes et valets. Quelle belle oraison funèbre! Il faut que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit. Et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai accompli mon dessein. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé auprès de lui sans fruit mes plus belles années. Viens, Toinette. Prenons d'abord toutes ces clés. C'est ainsi qu'on aimé. Voilà un avis au lecteur qui m'empêchera de faire désormais bien des choses. Ah. Eh bien, vous le voyez. Ma foi, je n'aurais jamais cru ça. Voilà votre fille, je l'entends. J'entends votre fille qui arrive. Vous allez vous mettre comme tout à l'heure. Et comme ça, vous connaîtrez la manière lorsque je vais lui annoncer la nouvelle. Bon, puisque vous êtes en train, il est bon de connaître les sentiments qu'a votre famille pour vous. Votre père est mort! Mon père est mort? Oui, il a eu une espèce
malheur au monde. Que vais-je devenir? Et où trouver consolation après une telle perte? Oh, mon père, permettez que je vous embrasse. Qu'as-tu, ma chère Angélique? Pourquoi pleurer? Oh, quel malheur, quelle tristesse! Je pleure, mon père. Celui qui m'aimait tant et que j'aimais tant, l'être le plus cher que j'avais, que vais-je devenir? Et que... Oh, Cléante. Mais qu'y a-t-il, votre père? Mais oui, Cléante. Ne parlons plus. Taisons-nous. Je venais, tout exprès, pour essayer de changer son cœur afin qu'il accepte ce mariage. Oh non, non, Cléante, ne parlons plus de ces pensées de mariage après la perte de mon père. Oh, mon père, souffrez que je vous embrasse. J'ai tant de peine vous avoir laissé. Ah, ma fille. Oh, mon père. Oh, mon père, que je suis heureuse. Oh, mon père, je vous supplie, permettez que je vous demande quelque chose, une faveur. Je vous en supplie, monsieur, écoutez ces prières et les miennes. Oh, si vous ne voulez pas que me donner Cléante comme époux, je vous conjure de ne pas me forcer à en épouser un autre. Non. Qu'il se fasse médecin et je lui donne mon accord. À cela me tienne, monsieur. Je suis prêt à être médecin, apothicaire s'il le faut, mais je ferai tout ce que vous voulez. Me vient une idée. Faites-vous médecin vous-même. Vous aurez alors toute la possibilité d'avoir en vous tout ce que vous voudrez. Mon frère, vous vous moquez. Cela À mon âge, Cela. je veux encore étudier. Étudier, vous êtes assez savant. Et il y en a parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Mais il faut parler latin et grec, connaître les maladies, les remèdes à appliquer. Avec la robe de médecin et le bonnet, vous apprendrez tout cela. La robe et le bonnet donnent la science. Oui, oui. Alors, tout galimatia devient savant et toute sottise devient raison. Et ce ne serait que votre barbe, monsieur. La barbe fait déjà la moitié du médecin. Je suis prête à tout. Et comment cela se fera-t-il? Dans votre maison, tout à l'heure, Dans ma maison? oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien. Je trouve, mon oncle, que vous jouez un peu beaucoup de mon père. Non, ce n'est pas jouer, ce n'est pas se jouer de lui, c'est s'accommoder à ses fantaisies. Une troupe de comédiens a fait un petit intermède avec des danses et de la musique. Tout ceci est entre nous. Le carnaval autorise cela. Allons vite, préparez toutes choses. Mais oui, Cléante, puisque mon oncle nous conduit.
Savantissime docteur, de la médecine éminent professeur, et vous autres messieurs ici rassemblés, apothicaires et chirurgiens, fidèles exécutants des décisions de l'honorable faculté, à vous tous, salut, honneur et enrichissement. Car quel que soit votre office, vous pouvez constater de quel prestige immense nous sommes entourés. Auprès des grands et des petits, nous jouissons d'un grand crédit. Pour l'habit, le savoir, le pouvoir mystérieux, nous sommes considérés partout comme des dieux. Nos ordonnances ont la force des lois et mettent à nos pieds les princes et les rois. Donc, c'est pour nous, affaire de bon sens, de sagesse et aussi de prudence, de tout mettre en œuvre pour bien nous conserver. Prestige, honneur, crédit et même crédulité, et de prendre garde à n'accepter dans notre doctissime assemblée que des personnes dignes et capables de figurer dans nos rangs respectables. C'est pour cela que vous êtes ici convoqués et que vous trouverez l'étoffe d'un médecin averti dans l'homme savant que voici. Je vous prie d'interroger et d'examiner pour juger de ses hautes capacités. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, devant vous, docteur si savant et tant d'illustres assistants, je demanderai à ce candidat éminent s'il est capable de me répondre pour quelle raison l'opium fait dormir. Ma réponse, éminentissime docteur, est celle-ci. L'opium fait dormir parce qu'il possède en lui une vertu dormitive, c'est-à-dire une puissance capable justement d'endormir. Il a bien répondu, il a bien répondu, il a bien répondu. Avec la permission de Monsieur le Président de la savantissime faculté et de ses dignes assistants, je te demanderai, candidat éclairé, quel remède faut-il appliquer dans la maladie que l'on appelle hydropisie? D'abord purger, ensuite saigner, enfin puis stériser. Il a bien répondu, il a bien répondu, il a bien répondu. Avec l'accord de Monsieur le Président et de la compagnie ici présente, je te demanderai, docteur candidat, quel traitement tu juges bon d'appliquer aux malades dans le cas d'asthme, de langueur ou consomption. D'abord purger,
ensuite saigner, enfin clistériser. Il a bien répondu, il a bien répondu, il a bien répondu, 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 répondu. Hier matin, un malade me fut présenté, souffrant d'accès de fièvre répétés, de douleur à la tête, de grand mal de côté, avec grand-peine à respirer. Peux-tu me dire, candidat surdoué, quel remède convient-il de lui administrer? D'abord purger, ensuite saigner, enfin clistériser. Il a bien répondu, il a bien répondu, il a bien répondu, 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 répondu. Mais si la maladie obstinée refuse absolument de céder, peux-tu me dire quel remède encore on peut lui appliquer? D'abord purger, ensuite saigner, enfin clistériser, et puis de nouveau repurger, ressaigner, reclistériser. Il a bien répondu, il a bien répondu, il a bien répondu, 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 répondu. Il peut faire partie, il peut faire partie, il peut faire partie de notre savante confrérie. Jures-tu devant nous de garder les absolus commandements prescrits par la faculté avec intelligence et jugement? Je le jure. Jures-tu devant nous d'être dans toutes les consultations de l'avis des anciens, fût-il mauvais ou bon? Je le jure. De n'avoir d'autre remède de te servir que ceux prescrits par la faculté, le malade dût-il en mourir et de sa maladie crever? Je le jure. Avec ce vénérable bonnet, je te donne et je te confère la vertu et la puissance de soigner, de saigner, de purger, de couper, de tailler, de percer, de tuer, impunément sur toute la terre.